Bonjour et bienvenue au webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. C'est une initiative du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington et lancée pour offrir aux journalistes les ressources dont ils ont besoin pour assurer une couverture responsable des enjeux mondiaux d'importance locale. Le Centre international organise cette année l'édition 2022 de la cérémonie d'hommage aux journalistes. Elle sera célébrée à Washington en présentiel et en virtuel. Pour ceux qui désirent participer, vous pouvez réserver votre place pour célébrer le journalisme de qualité et échanger avec des journalistes internationaux qui font preuve d'un courage exceptionnel. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui organise ce webinaire. Et je suis ravi de vous retrouver à cette session. Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Comment enquêter sur les relations France-Afrique? Il n'est pas rare d'entendre dire que les relations à dimension multiple qu'entretient la France avec ses anciennes colonies sont complexes, sont souvent qualifiées d'opaques et d'occultes. En tant que journaliste, comment faire la lumière sur ces relations? Comment l'éclairer avec des reportages inédits? Comment répondre aux besoins d'information du public? C'est l'objet de ce webinaire. Nous aborderons ces questions avec une invitée spéciale, Fanny Pigeot. Elle est journaliste depuis une vingtaine d'années. Elle travaille sur des sujets liés à l'actualité africaine et aux relations France-Afrique pour des médias français. Elle a notamment été basée pendant plusieurs années en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, où elle travaillait pour l'agence France Presse et elle était également la correspondante de Libération et d'autres organes de presse. Elle était également en Côte d'Ivoire. Fanny collabore actuellement avec le site en ligne Mediapart, Le Monde Diplomatique, le site Afrique ISI, et elle a écrit plusieurs livres au Cameroun de Paul Biya, L'âme invisible de la France-Afrique, coécrit avec l'économiste sénégalais Ndongo, et aussi une histoire tronquée, édition Vendailleurs. Vous l'aurez compris, c'est une journaliste qui sillonne l'Afrique et qui a publié plusieurs enquêtes sur le continent et sur de grandes sociétés, de grands groupes comme Bolloré, qui a récemment perdu en appel son procès contre Mediapart pour un article écrit par Fanny Pigeot. Bonjour, Madame Pigeot. Bonjour Kossi, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Merci de m'avoir invité. Avant de vous poser ma première question, je souhaiterais rappeler aux participants et aux participantes que ce webinaire se veut interactif. Et donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via Zoom ou dans le groupe privé sur Facebook. Madame Pigeot, voici ma première question. On ne peut parler de comment les journalistes peuvent enquêter sur les relations France-Afrique sans définir le thème France-Afrique. Comment définissez-vous ce thème? Alors, je pense qu'on peut le voir comme un système de domination qui a été mis en place par la France et qui passe par différents outils, par différentes pratiques. L'idée étant évidemment de servir les intérêts de la France. C'est François Mitterrand, président français en 1983, qui avait textuellement dit que la politique de la France en Afrique visait à protéger, à défendre les intérêts français. Donc la France-Afrique, je crois qu'on peut la faire naître évidemment pendant la colonisation, mais aussi surtout au moment des indépendances. Vous vous souvenez qu'en 1960, quand la plupart des pays d'Afrique francophone donc, qui avaient été colonisés par la France, ont obtenu l'indépendance, la France leur a fait signer en échange, c'était vraiment un échange, des accords de coopération qui visaient tout plein de domaines financiers, monétaires, économiques, défense, commerce, enseignement, enfin bref, tout un tas de secteurs. Et ces accords de coopération, en fait, visaient à assurer, à continuer à assurer à la France d'avoir accès aux matières premières de ces nouveaux États et donc à continuer à tirer des avantages, des ressources de cet ex-empire colonial. Et alors, à partir de là, quand on voit comment s'est mise en place cette fameuse France-Afrique, ce système donc, de domination qui est le prolongement de
système colonial. On peut identifier plusieurs piliers. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut bien identifier le franc CFA, par exemple, comme un pilier majeur de ce système. La présence aussi de l'armée française sur le continent, puisqu'elle est encore présente des décennies après les indépendances dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Voilà, il y a comme ça différents piliers qu'on peut identifier. Il y a aussi la francophonie, il y a d'autres organisations. Et puis, il y a aussi les pratiques qui passent par des alliances entre les élites politiques et du monde des affaires français avec des élites politiques africaines. Alors ça aussi, hein, ce sont des pratiques anciennes qui datent de la période coloniale. Je crois qu'on a tous en tête comment une certaine partie des élites d'avant indépendance avaient été formées par le système enseignement français, avaient développé des liens avec le pouvoir français. L'idée pour le pouvoir français à l'époque était donc de façonner, de fabriquer des nouvelles élites avec qui elles pourraient fonctionner et avec qui elles pourraient protéger ses intérêts sur le continent. Et vous avez parlé des outils de ce système. Quels sont les outils de la France-Afrique? Alors donc, je parlais du franc CFA. Le franc CFA, c'est vraiment une particularité de ce système et de la manière dont la France a finalement truqué les indépendances, puisqu'elle a imposé aux pays contre l'indépendance de continuer à utiliser le franc CFA qui avait été créé pendant la colonisation et qui visait évidemment à assurer toujours les intérêts français. Aujourd'hui, la France est le seul pays, la seule ancienne puissance coloniale qui a gardé un empire monétaire colonial. La zone sterling, par exemple, a disparu, la zone monétaire du Portugal a disparu avec les indépendances, pas le franc CFA. Donc ça, c'est un pilier vraiment très important. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'armée française. C'est aussi une particularité de la France d'avoir réussi à maintenir des bases militaires françaises permanentes en Côte d'Ivoire, notamment, au Gabon, au Sénégal. Bref, ces outils-là sont vraiment très propres à la France et donc très propres à ce système de domination français. Je parlais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie qui a été aussi conçue comme une sorte de soft power, donc une manière douce de maintenir l'influence française. Il y a aussi tout plein d'autres organisations. Je pense à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, l'OHADA, qui, elle, a été créée au début des années 90 et qui visait là aussi à profiter du fait que les pays d'Afrique qui avaient été colonisés par la France utilisaient le français pour aussi exploiter le droit français et mettre à l'écart les entreprises anglo-saxonnes. En fait, là, tout était fait pour avantager les entreprises françaises. Donc, voilà, il faut arriver à identifier comme ça un certain nombre de structures pour voir comment, sur quel pilier fonctionne la France-Afrique. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des enquêtes, je crois. Concernant le franc CFA, vous y avez consacré tout un livre, l'ouvrage intitulé L'arme invisible de la France-Afrique, coécrit avec l'économiste sénégalais Dongo Samba Sylla. Et déjà dans le résumé de ce livre, on lit, c'est toujours Paris qui décide de la valeur externe de ces monnaies. Pourquoi, malgré toutes les interpellations, la situation ne change pas? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, et ça, là aussi, on a cherché, je ne sais pas si on peut dire qu'on a enquêté ou investigué, en tout cas, on est allé fouiller dans les archives, dans les débats parlementaires des décennies passées, dans les textes écrits par les uns et les autres, parce que ça fait longtemps en fait que le franc CFA est un problème et est dénoncé comme un problème par des économistes africains notamment. Et il faut aussi souligner qu'il y a eu des périodes, et ça on le raconte dans le livre, au cours desquelles des dirigeants africains ont vraiment contesté ce franc CFA parce qu'il posait un certain nombre de problèmes économiques en particulier. Et donc il y a eu plusieurs périodes de contestation. L'une d'entre elles s'est située au début des années 60, l'autre au début des années 70. Et alors, ce que les autorités françaises ont fait à chaque fois, et on l'a vu encore récemment, c'est que, bon, au début, elles font comme si elles n'entendaient pas les critiques, elles regardent ailleurs, et puis finalement, comme c'est un peu, ça devient trop fort, la pression monte, là, elles changent d'attitude et elles disent que
On le voit, hein, c'est à chaque fois le même processus et pas que pour le franc CFA finalement. Et là, ils disent: «Bon d'accord, on comprend qu'il y a un problème, ce qu'on va faire une réforme et on va» au début des années 70, la réforme à propos du franc CFA, ça a été de délocaliser le siège des 2 banques centrales, qui étaient encore à Paris, vers, le continent, donc l'une à Dakar, l'autre, à Yaoundé et donc voilà, ce sont à chaque fois des aménagements un peu cosmétiques, finalement ne changent rien au fond du système. Le système continue, mais de manière différente, sur le packaging, on va dire. Alors ça, c'est la première chose, qui fait que le franc CFA est toujours là, c'est que la France a toujours réussi comme ça à trouver des astuces pour un peu détourner l'attention ou bien, faire descendre la pression et puis il y a l'autre aspect important, c'est qu'il y a un aspect répressif au système, qui entoure le franc CFA, sachant aussi que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'autre pilier de la France-Afrique, c'était la présence de l'armée française et on l'a bien vu en Côte d'Ivoire que ça joue un rôle, que quand on a une armée étrangère sur son sol, on n'a pas les mains complètement libres évidemment et donc, à l'intérieur même du système CFA, je vais peut-être pas entrer dans les détails parce qu'on voilà, on l'a écrit dans ce livre, on l'a écrit ailleurs avec mon co-auteur. Il y a un aspect répressif qui fait que l'État français peut décider, peut réussir à couper un pays de son système financier intérieur-extérieur. Enfin, on l'a vu aussi au Mali avec les dernières sanctions qui avaient été décidées par la CEDEAO et l'UEMOA, qui fait partie du système CFA. On a empêché les autorités maliennes d'accéder à leurs comptes qui étaient logés à la BCEAO, donc la Banque centrale. L'autre aspect encore, c'est qu'un certain nombre de dirigeants, les dirigeants en général de ces États membres de la zone franc, sont plus ou moins formés et arrivent au pouvoir en général en sachant qu'il ne faut pas critiquer le franc CFA, qu'il ne faut pas porter atteinte au franc CFA parce qu'on risque des représailles. Et ça aussi, on l'a vu dans le passé, il y a un certain nombre d'États ou de chefs d'État qui ont eu des problèmes parce qu'ils avaient remis en cause le franc CFA ou essayé de quitter le système de la zone franc. Est-ce que vous avez des pistes ou des recommandations à faire aux journalistes qui souhaitent, par exemple, écrire le franc CFA et apporter une information inédite, apporter une information qui éclaire l'opinion? Les avis sur le sujet du franc CFA, sortir ou ne pas sortir du franc CFA, sont divers sur les réseaux sociaux, il y en a tellement. Mais comment un journaliste s'emploie-t-il, s'organise-t-il pour écrire un article qui apporte vraiment des informations concrètes sur le sujet? Alors, il y a 2 ressources déjà écrites qui existent, hein, je pense à notre livre, où là vraiment on prend parti en montrant quels sont vraiment les problèmes à la fois de souveraineté monétaire et aussi un problème économique lié à cette monnaie. Donc il y a des ressources, il y a des livres, mais il y a aussi des économistes qu'on peut approcher et je pense à mon co-auteur en particulier, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi je pense à Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire qui a travaillé sur la question et s'est exprimé à plusieurs reprises. Bon, maintenant, il a intégré la sphère politique depuis un certain nombre d'années, mais on peut identifier comme ça un certain nombre d'économistes et Par puis des exemple, opérateurs. l'économiste togolais Kako Mbouko. Oui, aussi, oui, oui. Alors, tout le monde n'a pas la même analyse, hein. Il y a des éléments qui sont mis en avant par les uns et pas par les autres. Nous, avec Ndongo Sambasila, on met en avant dans nos analyses un aspect très important, c'est l'histoire de la garantie. Et ça, que d'autres économistes ne veulent pas aborder. Visiblement, c'est très embêtant. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être. En fait, c'est l'élément le plus gênant, le plus perturbateur du système. On parle de la France qui apporte sa garantie au système, et donc c'est pour ça que, en vertu de cette garantie, elle reste au cœur du système du franc CFA. En réalité, cette garantie, quand on regarde, elle n'existe que sur le papier. Cette garantie, je vais en donner quelques éléments, on en parle justement un peu, mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu que des journalistes peut-être mettent en avant plus tôt. Cette garantie, en gros, se concrétise comme ça. Il faut que la France s'engage, en fait, le Trésor français s'engage à prêter des euros lorsque le taux de réserve de change des pays de la zone franc est trop bas.
Et ça s'est passé en particulier au début des années 90. Vous vous souvenez, il y avait une crise très forte dans les pays africains notamment, avec la baisse des cours, l'endettement, enfin bref. Et à ce moment-là, il y avait très peu de réserves de change sur les comptes de la BCEAO. Et la France aurait dû prêter de quoi remettre l'équilibre, de quoi remettre cette caisse en équilibre, on va dire. Et elle ne l'a pas fait. Elle a préféré, avec l'aide donc du FMI, donc voilà, mettre en place, le FMI a poussé la France et qui l'a suivi à faire autrement et à prêter de l'argent en échange de conditions très, très dures qui ont été imposées aux pays de la zone franc. Donc à ce moment-là, la France aurait dû faire jouer cette garantie, elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait plus tard au milieu des années 2010, quand il y a eu aussi une crise là au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Bref, en réalité, cette garantie n'existe pas parce que tout est fait, toutes les règles mises en place par la France font que ce sont les banques centrales elles-mêmes, en fait, qui assurent cette garantie. Et ça, c'est un aspect important qui est très peu mis en valeur. Alors voilà, des choses qu'il faudrait arriver à mieux expliquer, en tout cas à diffuser et c'est un aspect que les officiels français reconnaissent dans certains débats parlementaires récents. Ils l'ont dit eux-mêmes que finalement, cette garantie était putative, enfin, elle était que nominale, ils espéraient bien qu'elle le resterait d'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient, mais publiquement, on ne le dit pas. On continue à dire que voilà, la France apporte sa garantie et c'est très important d'avoir cette présence. Voilà, donc je disais qu'il y a des économistes à qui on peut parler, et puis aussi, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ou de parler avec des anciens ministres des Finances africains, des économistes qui ont travaillé par exemple à la Banque mondiale et qui, en off, mais parfois pas en off seulement, disent des choses très intéressantes sur la manière dont ils ont pu analyser, en tout cas, été confrontés à ce système, notamment monétaire. Et là, il y a on peut avoir de très bonnes informations, mais effectivement, ce sont toujours des gens qui ne sont plus aux affaires. Comment est né le projet de ce livre, L'âme invisible de la France-Afrique? Vous avez créé plein de sujets sur le franc CFA, sur le sujet, plein de sujets, plein d'articles, mais pourquoi avoir choisi en fait le format livre? Comment est né ce Alors, le projet? CFA, effectivement, on est obligé de s'y intéresser à partir du moment où on travaille sur l'actualité de pays africains de la zone franc. Moi, pendant longtemps, j'ai regardé ça un peu de loin, et puis jusqu'au moment où je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis voilà, j'avais fait une série d'articles pour Mediapart, qui ensuite m'a conduit à me dire, il faut arriver à... Je me suis rendu compte d'abord que les lecteurs français, ce que je savais déjà, mais vraiment c'était assez marquant, les lecteurs français, en particulier des journalistes, découvraient le sujet en lisant mes papiers. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que le français. Enfin, et ça, c'est une constante en France. Et en Afrique, par contre, les gens savent, évidemment, puisqu'ils l'utilisent chaque jour dans les pays concernés, mais ils n'ont pas forcément les ressources pour comprendre comment ça marche exactement. Et donc, avec Ndongo Sambasila, qui lui aussi avait travaillé sur le sujet, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour essayer de vulgariser les connaissances sur le franc CFA, essayer d'en faire en sorte qu'il y ait un livre qui soit à la fois grand public, mais en même temps très informatif, pour permettre aux citoyens de se faire une idée sur la manière dont fonctionne ce système et éventuellement avoir aussi une idée de la manière dont on pourrait changer et mettre en place des alternatives. Au nombre de vos enquêtes, je cite quelques-unes, votre enquête sur la construction de l'immense complexe sportif d'Olimbé à Yaoundé, les activités logistiques de Bolloré en Afrique et aussi l'Europe qui exploite les forêts tropicales. Comment avez-vous travaillé sur ces enquêtes? Alors, sur par exemple la question des forêts, il se trouve que j'ai travaillé pendant plusieurs années au Cameroun, qui est un pays forestier et qui exploite, qui exporte beaucoup de bois. Quand je dis que c'est lui, en réalité, ce sont plutôt des entreprises étrangères, des multinationales. Pendant longtemps, ça a été des entreprises françaises. Maintenant, ce sont plus et européennes. Maintenant, ce sont plus des entreprises asiatiques qui opèrent. En fait, j'ai dû, il y a plusieurs années, donc quand j'étais au Cameroun, faire un reportage, je pense, je ne sais plus exactement le premier, mais enfin, j'en ai fait plusieurs sur l'exploitation forestière, justement, aller voir sur place ce que ça a donné, quels problèmes ça a créé sur d'abord l'environnement, mais aussi sur les populations riveraines.
parce que là aussi, il y a évidemment tout plein de choses à écrire. À l'époque, je m'étais intéressée notamment à une entreprise française. Mais bon, ce système, encore une fois, relève d'un système d'exploitation plus large et qui profite peu aux États, hein, une fois de plus. Ils sont plus au circuit ensuite qui vendent le bois, que ça profite. Ceux qui le transportent, le groupe Bolloré a beaucoup transporté de bois à une époque, il continue d'ailleurs. Il en a coupé en fait. Il en a coupé et il est transporté et maintenant il continue à couper et donc voilà, petit à petit, on rassemble des informations. Il y a de nouvelles, perspectives qui s'ouvrent quand on a ouvert un champ et puis, voilà, ça permet au fil des ans, des contacts qu'on noue, des réseaux d'informations qu'on découvre et ben, on peut écrire des histoires un peu plus larges comme cette enquête sur l'exploitation forestière qui m'a permis de voir qu'il y avait toute une politique européenne qui ne marchait pas du tout en fait et qui visait toujours la même chose finalement, à favoriser les exploitants forestiers au détriment de l'environnement et donc des gens sur place. Une autre de vos enquêtes explique comment le groupe Bolloré a ruiné deux entrepreneurs camerounais et vous a valu un procès perdu finalement par Bolloré en appel. Pouvez-vous partager avec nous la façon dont vous, Madame Pani-Pigeot, vous arrivez à dénicher ces informations? Alors il a perdu en appel, mais on est en cassation, hein, donc c'est pas encore Ouais. terminé cette histoire. Ça aussi, c'est peut-être typique de ce système france-africain, je ne sais pas, toujours est-il qu'il fait durer le plaisir. Alors là, c'est tout simple, donc je m'intéresse au Cameroun puisque j'y ai travaillé, et je suis tombée sur une lettre ouverte qu'avaient écrit ces 2 entrepreneurs dont vous parlez, qui avait été publiée par un site, en ligne et il y avait un contact dessus. L'histoire me semblait assez ahurissante et en même temps très révélatrice puisqu'il s'agissait donc de 2 entrepreneurs camerounais qui expliquaient qu'ils avaient gagné un procès en 1993 contre le groupe Bolloré, une de ses filiales en fait, qu'ils avaient gagné donc et que le groupe, en échange, avait été condamné à leur payer une certaine somme et aujourd'hui encore, cette somme n'a jamais été payée. Donc pour eux, ça a eu un impact, très fort sur leur vie et leurs affaires. Toujours est-il que voilà, il y avait une adresse, sur cette, lettre ouverte publiée et ben voilà, j'ai contacté, ces entrepreneurs, leurs avocats et puis petit à petit, j'ai démêlé le fil de l'histoire pour écrire, finalement cet article et qu'effectivement, là, il peut entrer dans ce système, bizarroïde, dans l'aspect bizarroïde du système france-africain parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'entreprises françaises ont eu pendant très longtemps un monopole dans leur secteur et en ont profité, ont noué des liens avec, des autorités, ont même acquis les moyens de faire pression sur ces autorités et là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la justice camerounaise n'a jamais fait appliquer cette décision qui pourtant émane de la Cour suprême du Cameroun. Donc dernier, il y a pas d'autre recours possible quand on est condamné par la Cour suprême. Mais encore aujourd'hui, ça pose question puisque cette histoire n'est toujours pas réglée et que par contre, là, j'ai petit détail qui est en fait très important et c'est aussi un autre aspect de ce système de domination qui permet en fait, de contourner les lois. C'est que nous nous sommes rendus compte pendant le procès que nous a intenté, le groupe à Paris, c'est qu'il nous a, soumis des éléments de preuve contre nous, dont on s'est aperçu plus tard que c'était visiblement des faux documents, en fait. Donc voilà, il y a aussi, des pratiques comme ça, qu'on peut identifier, qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'un article. J'avais fait un article, mais sur des faux documents plutôt émis, au Cameroun, toujours par le groupe, dans le cadre de cautions bancaires, bref. Mais là, voilà, ça c'est aussi, une pratique qu'on découvre, en travaillant sur ces questions-là, et y compris donc en plein tribunal français. Nous allons encore nous intéresser à une de vos enquêtes, celle sur le procès Gbagbo, les preuves de montage. Un article que vous avez publié sur Mediapart en octobre 2017, une révélation sur une opération aux aires de France-Afrique. Vous avez cité dans cette enquête un document confidentiel de la diplomatie française. Et c'est là ma question. Ma question de savoir comment accéder à des sources confidentielles lorsqu'on enquête sur ces relations à partir de l'Afrique. Ah, alors là, moi-même, c'est pas moi Mediapart, en fait, pour expliquer comment ça s'est passé, Mediapart fait partie d'un réseau de médias européens. Je ne sais plus comment s'appelle ce réseau parce qu'il y en a plusieurs. Et ce réseau a été destinataire en fait d'un certain nombre de documents, des
mails en particulier qui avaient été qui avaient fuité en fait. Quelqu'un a fait fuiter tous ces documents. Donc c'est arrivé, je ne sais plus chez lequel de ces médias. En tout cas, ça a été mis en commun. Et à partir de là, chaque média s'est intéressé à un aspect où, et moi, comme j'avais travaillé sur la Côte d'Ivoire et cette fameuse guerre, crise entre la France et la Côte d'Ivoire à partir donc de 2002, bah, on m'a confié ce qui concernait la Côte d'Ivoire dans ces documents. Et donc, c'est là que je suis tombée sur des échanges de mails de la diplomatie française avec le procureur de la CPI, parce qu'en fait, tout tournait autour de ce procureur de la CPI dans cette fuite de documents. Et donc, ce mail, mais d'autres aussi, hein, montrait qu'il y avait vraiment une collusion entre la CPI et la diplomatie française, avant même qu'il y ait quoi que ce soit comme crime commis en Côte d'Ivoire. Visiblement, le plan, en tout cas, vraiment, c'était assez flagrant. Le plan, c'était de se servir de la CPI pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir et de la Côte d'Ivoire. Et voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on tombe, mais pas de manière fortuite. En fait, quelqu'un voilà, avait travaillé pour les journalistes. Je ne peux pas expliquer, parce que je n'ai pas moi-même les éléments, comment cette fuite s'est organisée. Toujours est-il que on en a profité et que c'était Quels sont, très éclairant. quels sont les outils que les journalistes doivent intégrer dans leur pratique s'ils veulent enquêter sur ces relations? Alors, je pense vraiment qu'il faut, il faut lire ce qui a déjà été écrit sur la question, et je pense en particulier à un livre récent que j'ai juste à côté de moi, donc je vais vous le montrer, vous l'avez sans doute vu, c'est L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, auquel j'ai participé d'ailleurs, et qui retrace toute l'histoire de cette France-Afrique, de cet empire qui ne veut pas mourir, qui est toujours là. Et alors là, il y a beaucoup de ressources. Voilà, ça, c'est vraiment un outil. Et moi, je pense que c'est effectivement ça. Les archives aussi, il y a des choses qui sont accessibles depuis un ordinateur. Par exemple, les débats parlementaires français des années 40, 50, ça, on peut y accéder. Et il y a toujours des éléments intéressants. Il faut aussi, quand on peut, essayer d'aller dans les archives nationales. Je ne sais pas dans quel état elles sont selon les pays. En tout cas, en France, on peut quand même accéder à certains noms, même s'il y a aussi beaucoup qui sont classés secret défense. Et puis encore une fois, effectivement, les acteurs ou les anciens acteurs qui ont travaillé entre la France et l'Afrique sont très intéressants. Il y a beaucoup de gens dans différents secteurs qui ont eu accès à des informations et qui peuvent nous renseigner. Donc, je pense à des anciens ministres, mais pas seulement, aussi voilà, il y a aussi des anciens économistes en Afrique, à la retraite par exemple, qui ont vu des choses, qui ont travaillé dans des organisations. Je pense à l'UEMOA par exemple, l'Union économique, enfin la commission de l'UEMOA, pareil en Afrique centrale. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça c'est comme finalement c'est un sujet parmi d'autres. Et donc le travail se fait de la même manière. Il y a aussi une construction, voilà, de ressources, de gens qu'on rencontre sur un sujet, on se rend compte qu'ils connaissent quelqu'un qui… Enfin bref, on se construit comme ça un réseau d'informations et qui finalement peut apporter des informations quand on le consulte. Il n'y a pas de recette magique, voilà. Mais ça, on fait du journalisme sur la France-Afrique, enfin, sur les éléments de la France-Afrique comme sur le reste en fait. Alors c'est peut-être plus compliqué quand on est journaliste dans un pays africain. Là, il y a plus de contraintes. Je pense. Voilà. Peut-être Un journaliste qui pose la question dans les commentaires sur Facebook, quelle est la protection dont vous disposez en étant sur ces dossiers? Alors, la protection, c'est toujours la liberté de la presse qui, en France, est assez quand même forte. Donc, il y a des attaques possibles en diffamation. Donc là, il faut bien respecter, ou essayer en tout cas de bien toujours respecter le contradictoire. Si on dit telle ou telle chose sur un acteur, il faut pouvoir le faire parler lui aussi. Avec certains groupes, comme le groupe Bolloré, on n'est pas à l'abri de poursuites, ça c'est sûr. Bon, après, la protection, effectivement, c'est essayer de faire son travail correctement, le plus juste possible. Mais encore une fois, moi je suis en France, alors il y a des sujets que j'ai fait sur, par exemple, une entreprise française sur laquelle j'ai écrit au Cameroun, mais je n'ai pas… L'article est publié
alors que j'étais en France et que j'avais quitté le Cameroun, disons définitivement. Cet article, je pense pas que j'aurais ça aurait été compliqué s'il avait été publié alors que j'étais encore au Cameroun. C'était une entreprise française qui avait des liens avec des gens à la présidence camerounaise. Enfin, il y avait vraiment des choses qui pouvaient éventuellement me mettre en danger, sachant que voilà, les acteurs en question n'étaient pas forcément des gens très, très sympathiques. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais que pour un journaliste qui est effectivement sur le terrain africain, c'est plus compliqué d'écrire sur un certain nombre de sujets, ça j'en suis persuadée. Parce que voilà, les pouvoirs peuvent être moins regardants sur la liberté de la presse et être concernés de près par certaines histoires. Parlons des enquêtes. Dans une interview que vous avez accordée à Jeune Afrique à la sortie de votre livre au Cameroun de Paul Biya, vous dites que vous ne vous attendiez pas que les critiques soient aussi violentes, que vos détracteurs ont laissé entendre que vous étiez payé soit par Nicolas Sarkozy, soit par des victimes de l'opération Épervier, soit par l'opposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut couvrir la France-Afrique sans s'attirer ces critiques parfois acerbes de son pays ou du pays qu'on couvre? Alors, tout dépend évidemment du sujet sur lequel on travaille. Si on travaille sur la question du franc CFA, alors on n'a jamais eu vraiment de critique directe sur le franc CFA. Par contre, après la sortie de notre livre, Ndongo et moi, on a écrit d'autres articles qui commentaient la fameuse réforme qui avait été annoncée en 2019 par Emmanuel Macron avec Alassane Ouattara. Et donc, on a écrit un certain nombre d'articles là-dessus. Et on s'est rendu compte après coup qu'ils étaient lus, y compris visiblement par des officiels français. Et alors là, on a été cités dans des débats parlementaires par la suite. Et bon, ils étaient critiques, ils n'ont pas aimé ce qu'on avait écrit, mais directement, on n'a jamais eu de critiques. Ça, c'était assez étonnant. Par contre, je sais que Ndongo a été convié, puisque lui, il est au Sénégal, dans des espèces de réunions un peu bizarres à Dakar, où il s'est rendu compte qu'en fait, on le faisait venir pour mieux le critiquer, ou du moins critiquer son travail sur la question. Voilà, je pense que ça dépend vraiment des sujets. Là, sur le livre sur le Cameroun, c'était un peu plus... Le livre ne portait pas seulement sur la relation entre la France et le Cameroun, mais sur la manière dont le pouvoir camerounais fonctionne. Et donc, ça avait effectivement embêté un certain nombre de gens. Il faut voir aussi que les critiques, il y a eu des critiques avant même que le livre soit sorti, en fait. Enfin, c'était assez curieux comme phénomène. Bon, mais ça, je pense aussi que ça tombait dans un moment où l'actualité n'était pas très forte au Cameroun, et donc voilà, ça avait entraîné, voilà, ça avait fait boule de neige à un moment donné, et on racontait un peu tout et n'importe quoi à mon sujet à ce moment-là. Nous sommes dans la deuxième phase de ce webinaire et les questions sont ouvertes. Les participants qui aussi peuvent poser leurs questions. Je lis une question du journaliste Pancras plutôt. Pensez-vous que sans la France-Afrique, la France disparaîtrait littéralement du concert des puissances mondiales? Alors ça, c'est sûr que la France tire un certain nombre d'avantages de ce système de domination, on l'a vu. Avec le franc CFA, on y revient, mais ça lui procure quand même un certain nombre d'avantages, en particulier politiques, mais donc sur le plan économique. Les entreprises françaises, pour la plupart, sont favorables à ce système, parce que ça leur permet d'abord de ne pas avoir de risque de change quand elles désinvestissent, investissent, rapatrient leurs capitaux. Ça leur procure aussi un certain nombre de marchés stables, et bref, il y a tout un écosystème qui est très intéressant pour elles. Après, il y a aussi, vous vous souvenez, il y a des monopoles qu'elles ont acquis pendant depuis la période coloniale, on va dire. Il y a des monopoles qu'elles ont gardés, qu'elles ont assurés, là, qui commencent à se déliter parce que il y a une concurrence qui arrive. Je pense à la concurrence d'entreprises chinoises ou turques ou d'autres. Bref, c'est plus compliqué. Alors oui, il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui pâtiraient du fait que les relations, si les relations devenaient un peu plus égales, c'est-à-dire s'il n'y avait pas une France en haut et un pays comme le Cameroun, par exemple, moins puissant,
les choses seraient différentes pour la France, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle disparaîtrait? Non, elle disparaîtrait pas, mais son niveau de vie, peut-être, baisserait effectivement. Mais là, bon, il y a peut-être une enquête à faire justement sur ce plan-là, pour essayer de voir quel Oui. serait l'impact, si des relations plus équitables, étaient mises, en œuvre. Une autre question, pensez-vous que l'intérêt de la France pour le CFA étouffe dans l'œuvre le projet de la monnaie unique de certains pays, notamment l'ECO? Quelle est votre analyse du projet de l'ECO? Alors bon, bah, là, ce serait aussi une enquête à faire pour des journalistes sur place, hein. Quelle a été réellement, la réaction du Nigeria quand il a appris que Emmanuel Macron, donnait le nom ECO au franc CFA, ce qui était une opération de communication puisqu'on a vu que depuis, il ne s'est absolument rien passé. Le franc CFA reste le franc CFA et le nom ECO, pour l'instant, n'existe pas. Mais il était évident, enfin, ce qu'on a pu, observer les uns et les autres, c'est qu'il y avait une volonté française de voler ce nom ECO qui était en fait, qui avait été décidé par la CEDEAO peu avant pour nommer la future monnaie régionale sur lequel travaille, projet sur lequel travaille la CEDEAO depuis les années 80. Oui, la France n'a pas intérêt à ce que cet ECO-là de la CEDEAO naisse, parce que ce serait le Nigeria serait alors la tête de pont de tout ça, et elle serait obligée de se retirer de tout ça. Après, voilà, je pense qu'il y a des enquêtes à mener aussi sur la position du Nigeria. Le Nigeria, visiblement, n'a pas vraiment envie non plus de l'écho de la CEDEAO parce que voilà, il a les économies, son économie est différente de celle des autres États de la région. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que le Nigeria n'est pas forcément très enthousiaste à l'idée d'entrer dans ce projet CEDEAO, donc vraiment différent de celui que voudrait la France, de la France. Et puis de même que il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui n'ont pas vraiment envie en fait de se retrouver sous sur la tutelle du Nigeria, dans le cadre encore une fois de la CEDEAO, qui préfèrent la tutelle française. Bon, là aussi, il y a des choses à creuser sur quelles sont réellement les positions des uns et des autres. Parce que les chefs d'État de la zone franc, en général, s'expriment d'une certaine manière en on, et puis en off, ils ne disent pas toujours la même chose. Ils se disent favorables au franc CFA, mais une partie d'entre eux, en réalité, sont très critiques. Et ça, on arrive à le savoir c'est pareil, en développant des liens, en essayant d'approcher des acteurs qui, eux, ont des contacts à l'intérieur de tous ces systèmes de pouvoir. Euh, Lorsqu'on enquête sur les relations France-Afrique, comment arriver à dépasser les idées reçues, les partis pris, des caricatures et s'attacher uniquement aux faits? Lorsqu'on est peut-être quelque part victime de ce système? Alors, dans l'affaire, effectivement, il y a beaucoup d'informations sur la question du franc CFA. Depuis quelques années, hein, on voit que sur les réseaux sociaux, via WhatsApp notamment, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Certaines sont exactes, d'autres ne le sont pas. Il faut aussi souligner que donc certaines de ces informations relèvent de la propagande, mais qu'une bonne partie des informations diffusées ou des déclarations faites par les autorités françaises relèvent aussi de la propagande. Il y a beaucoup de choses qu'elles ont dites au fil des décennies qui étaient fausses. Et d'ailleurs, elles ont changé leur discours pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en 2015-2016, on entendait même avant ça, les différents ministres des Finances français disaient, quand ils entendaient des critiques sur le franc CFA, écoutez, nous, on n'a rien à voir là-dedans, nous ne sommes pas les maîtres du CFA, nous sommes juste là, presque pour des raisons humanitaires, hein, semblait-il dire. Et puis finalement, la pression est montée, et là, ils ont changé leur discours. Et pour finalement dire, ça c'est Emmanuel Macron qui avait dit, je crois qu'il dit, on n'est plus maître maintenant du franc CFA, on est seulement garant. Or, quelques années plus tôt, il disait, on n'est pas le maître. Là, maintenant, il reconnaissait qu'il avait été... Enfin bref, il y a tout un tas de données qui sont diffusées par les autorités françaises et qui sont fausses, en fait. Qui sont fausses. Et donc, il faut arriver à les démonter. Et c'est toujours pareil, en travaillant bien le sujet, en essayant de comprendre comment les choses fonctionnent. Et à partir de là, on peut arriver à déterminer ce qui est faux ou vrai. Et puis, il faut, encore une fois, consulter ceux qui travaillent sur ces questions-là depuis longtemps. Encore une fois, des économistes, alors, tout en sachant qu'il y a des économistes qui adhèrent, qui vont plutôt dans le sens de soutien à ce système. Pendant
plusieurs décennies, il y a eu un couple d'économistes français qui est toujours là d'ailleurs et qui systématiquement a toujours défendu le français, enfin, mais systématiquement. Visiblement, voilà, ils avaient une posture idéologique qui ne correspondait pas aux faits, en fait, ou bien voilà, qui était en défense des intérêts français. Donc il faut aussi arriver à déterminer qui s'exprime, d'où il s'exprime et pourquoi il s'exprime. Et voilà, arriver à c'est pas toujours facile évidemment, mais arriver à comprendre, quelles sont en background les idées qui animent les uns les autres. À part la question monétaire du franc CFA et la question de la présence militaire française en Afrique, est-ce qu'il y a d'autres sujets que les journalistes peuvent creuser en voulant s'intéresser aux relations France-Afrique? Je pense que, mais là aussi, ça concerne les entreprises françaises, mais ça dépasse aussi le cas des entreprises françaises. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent sur le paiement des impôts par certaines de ces entreprises. Ça, ce serait intéressant d'essayer de voir comment ça se passe. Parce que pendant longtemps, un certain nombre d'entre elles ont eu des faveurs, en fait, et ne payaient quasiment pas d'impôts aux États dans lesquels elles opèrent. Là, je pense qu'il y a des choses à chercher. Et si elles ne payaient pas d'impôts, c'est parce que voilà, c'est toujours pareil dans ce système de domination. Elles ont créé des liens avec des responsables, des officiels, et en échange, elles ont eu un certain nombre de faveurs. Donc là, il y a peut-être des choses à creuser. Bon, il y a plein de choses à regarder, je pense, hein. Il faut s'interroger quand on tombe sur un sujet avec un acteur français dans l'affaire, si ça relève ou pas de ce système de domination ou pas. En général, oui. Et puis voilà, chercher à creuser comme ça. Une question assez personnelle, Madame Pigeot. Il y a plein de journalistes, il y a très peu de journalistes en français, en France qui s'intéressent à l'actualité africaine et aux relations France-Afrique. Comment vous êtes-vous arrivé, vous, à vous intéresser à cette question? Alors, bonne question. Peut-être l'esprit de contradiction, je ne sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être depuis longtemps, je me suis intéressée au continent, mais peut-être pour des raisons familiales aussi. Je ne sais pas très bien. Toujours est-il que j'avais envie d'apprendre et de comprendre. Et au début, ce n'était pas du tout l'Afrique francophone qui m'intéressait, justement. Je préférais m'intéresser à l'Afrique anglophone et à l'Afrique de l'Est en particulier, qui était très peu racontée dans les médias français. Et puis finalement, je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup d'histoires à raconter qui concernaient donc des pays plutôt d'Afrique francophone et qui concernaient aussi l'État français. Et cette fameuse France-Afrique, justement, eh ben, me fait que oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut expliquer aux citoyens français, de la manière dont l'État français fonctionne, dont les entreprises françaises fonctionnent, parce qu'on a tous, nous, citoyens français, une responsabilité sur ce qui se passe, en fait. Et donc, voilà, petit à petit, j'en suis venue partant de l'Afrique anglophone mal connue, à atterrir sur des affaires franco-africaines pas toujours très reluisantes, mais qu'il faut absolument, je pense, faire connaître pour justement faire en sorte que les uns en France, les autres sur le continent africain sachent de quoi ils retournent et comment, à partir de là, on peut agir pour essayer de faire en sorte que les choses soient plus justes. Les relations françaises ne sont plus strictement liées à l'Afrique francophone. La France s'ouvre désormais aussi sur des pays anglophones comme peut-être le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Nous avons une autre question de nos journalistes qui voudraient savoir comment la France-Afrique se manifeste dans le domaine culturel. La question c'est, dans le cadre culturel, comment se manifeste la France-Afrique? Alors là aussi, bon, ça c'est un sujet que je connais moins, mais la France a des instituts français moins maintenant, avec beaucoup moins de moyens qu'autrefois. Mais voilà, la culture, effectivement, c'est ce fameux soft power qui a été pas mal utilisé à une époque. Là, il faudrait arriver à voir comment ces instituts français fonctionnent aujourd'hui. Mais il y a aussi, je pense, en vous parlant aussi, un autre aspect, c'est la question de
ce fameux Campus France, comment fonctionne finalement cet organisme qui est censé aider les étudiants africains à s'inscrire dans des universités françaises. Il y a aussi tout un tas de choses, je pense, à creuser là. La France met beaucoup moins de moyens depuis plusieurs années dans la culture. Elle est plus, d'ailleurs, les ambassadeurs ont quasiment eu, à un moment donné, sous Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, l'idée qu'il leur donnait ou qu'il leur dictait, c'était d'être avant tout des ambassadeurs économiques, donc d'être un soutien pour les entreprises françaises sur le continent. Donc finalement, de donner dans le business plus que dans la culture ou des relations diplomatiques plus ordinaires. Donc l'aspect culturel est peut-être aujourd'hui un peu moins évident qu'à une époque. L'Organisation internationale de la francophonie fait partie, je pense, de cet aspect culturel. Mais là aussi, la France, on s'y intéresse quasiment, on va dire très peu depuis quelques années. Madame, voilà, pensez-vous qu'aujourd'hui ou qu'actuellement la France a les moyens financiers pour entretenir ce système à long terme? Là aussi, effectivement, c'est de plus en plus compliqué en fait. Et quand on voit la manière dont justement les autorités françaises ont répondu sur la question du franc CFA ces dernières années, donc nous, avec Ndongo Sambasila, on appelle ça une fausse réforme en fait sur le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. On voit que finalement, elle essaye de gagner du temps, mais que de manière inéluctable, on voit bien qu'elle ne pourra pas très longtemps encore maintenir son emprise. Et ne serait-ce que pour des raisons démographiques. C'est qu'aujourd'hui, la France est beaucoup moins peuplée que les pays de la zone France, qui était le contraire au début quand elle a mis en place ce système. Donc ça va être plus compliqué effectivement de maintenir le système, mais ça ne veut pas dire qu'elle va y renoncer. Et, on le voit bien qu'elle s'accroche. Quand Emmanuel Macron a dit que l'armée française allait quitter le Mali, certes, elle a quitté le Mali, mais elle s'est installée juste à côté au Niger. On voit bien qu'il y a des recompositions. De toute façon, on est dans une période très compliquée géopolitiquement pour tout le monde. L'arrivée de la Russie ou le retour de la Russie sur le continent l'embête, on le voit aussi. Les déclarations des officiels français sont assez surréalistes aussi à propos de la Russie, puisqu'on fait passer en fait des histoires de propagande notamment. Emmanuel Macron accuse la Russie, la Chine, la Turquie d'être derrière des entreprises de propagande contre la France sur le continent, comme si les citoyens africains n'étaient pas capables d'avoir eux-mêmes leur propre opinion sans aide extérieure. Enfin, il y a vraiment, à mon avis, il y a aussi de la part des Français, des officiels français, une incapacité à voir que les choses évoluent et qu'eux-mêmes doivent changer leur logiciel de fonctionnement parce que leur discours ne passe pas en fait et ne peut pas passer. Et là aussi, on peut se demander s'ils se rendent compte de la situation et que leurs moyens sont de plus en plus limités en fait pour maintenir ce système de domination. Une avant-dernière question du journaliste John Djinga. Partons du principe que le franc CFA fait partie des facteurs de sous-développement en Afrique francophone. Quelle explication donnez-vous au retard de certains pays anglophones ayant pourtant leur monnaie? Bon, alors ça, on déborde du journalisme, mais moi, je ne suis pas économiste, donc cette question, il faudrait la poser plus à Ndongo Sambasila, qui répondrait mieux que moi. Mais l'une des raisons, c'est que la monnaie ne fait pas tout, évidemment, et on ne peut avoir une monnaie nationale, on n'est pas forcément souverain, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays aussi qui se retrouvent sous la tutelle du FMI, et là, sur le plan monétaire, beaucoup de choses leur échappent. Il faut arriver, quand on a une monnaie nationale, à avoir aussi une souveraineté sur le plan économique et énergétique, par exemple, surtout, on va dire plutôt. C'est important d'avoir, par exemple, une autosuffisance alimentaire, une souveraineté alimentaire. Donc voilà, la monnaie ne fait pas tout, il faut aussi des politiques adéquates, et de même des politiques visant une bonne gouvernance. Et cela dit, bon, un pays qui a sa monnaie est toujours un peu plus indépendant qu'un pays qui dépend d'un autre pays comme avec le franc CFA.
Le terme de ce webinaire, c'est comment enquêter sur la France-Afrique. Est-ce que vous pouvez résumer peut-être en 2 ou 3 mots ou énoncer 2 ou 3 guides, 2 ou 3 conseils pour les journalistes qui souhaiteraient encore une fois enquêter sur les relations France-Afrique? Je pense qu'il faut, comme on l'a fait au début, bien définir ce que c'est que la France-Afrique, à quoi ça fait référence, sur quel pilier, principe elle s'appuie pour fonctionner. Et puis, donc, il faut arriver à déterminer des ressources de livres, d'archives, et puis des ressources humaines pour arriver à bien comprendre tout ça et arriver à trouver des explications ou des, oui, des sources au sujet qu'on veut travailler dans ce domaine. Mais encore une fois, je pense que voilà, on travaille sur ces relations France-Afrique comme on travaillerait sur n'importe quel autre sujet, en fait. Le sujet change, mais pas la manière de travailler. Mais comment arriver à dénicher des sujets originaux? Ben ça, on peut aussi travailler sur les sujets qui ont déjà été étudiés et puis trouver des angles différents, hein. Voilà, je ne saurais pas dire quel sujet est plus original qu'un autre, mais après, on peut chercher des sujets qui n'ont pas été ou peu traités. Et je reviens à ma question des entreprises, par exemple, qui payent ou qui ne payent pas leurs impôts. Enfin, il y a des choses à regarder sur ce plan-là, qui ne concernent d'ailleurs pas seulement les entreprises françaises, sur les multinationales en général, sur les fuites de capitaux qui se font. Là, on n'a pas peut-être encore assez travaillé dessus, mais il y a plein d'autres aspects de Campus France. Donc, voilà, ce genre de mécanismes qui sont mis en place depuis quelques années et qui ne sont pas peut-être encore très bien connus ou expliqués, mais qui dépendent toujours de ce même système. Voilà, je ne saurais pas donner de recette miracle. Merci beaucoup, Madame Pigeot, pour votre participation à ce webinaire très intéressant et très instructif. Je rappelle aux participants qui nous ont suivis que si vous écrivez un article à partir de ce webinaire que nous avons organisé avec Madame Pigeot, si vous écrivez un bel article, un article sur ce sujet, vous pouvez gagner $250 cash avec le CFJ. Nous avons lancé un concours chaque mois pour primer les articles, les articles écrits à partir des webinaires que nous organisons. Donc, ce webinaire également est éligible à ce concours qui vise à aider les journalistes à apprendre à mettre en pratique les conseils donnés par d'autres confrères et d'autres consoeurs sur la façon d'améliorer cette profession. Et je rappelle également aussi que cette année, l'ICFJ organise l'édition 2022 de l'hommage aux journalistes, et ce sera à Washington. Si vous pouvez participer en virtuel ou en présentiel, le lien, je vous l'enverrai après par mail également, mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site du CFJ pour vous enregistrer, pour vous inscrire et participer à cette session pour écouter d'autres journalistes qui font un travail vraiment exceptionnel. Des reporters intrépides partageront avec vous la façon dont ils travaillent et leur expérience aussi du métier. C'est sur ces mots que je remercie aussi chacun d'entre vous qui nous ont suivis depuis le début de cette session et encore une fois, Madame Pigeot qui a accepté de participer à ce webinaire et offrir son immense expérience avec d'autres confrères francophones, consoeurs francophones. Merci encore une fois à Madame Pigeot. Merci à vous. Et au revoir et à la prochaine. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Bye.